Nous allons donc démarrer notre workshop. Bonjour à tous, salutations de Genève. Je suis le docteur Hinshen Chapel. Je suis membre du comité CRC et je vais présider ce groupe de travail qui portera sur le développement des services de soins alternatifs de qualité. Et j'aurai le support de Rebecca Smith et des autres membres du groupe de support. Et puis aussi, j'ai ma jeune amie Zara qui sera ma co-animatrice, ma collègue aujourd'hui dans cette fonction. Nous démarrons donc la deuxième journée de notre JDG. Je suis sûre que vous avez dû déjà participer hier à notre première journée. Depuis la session d'inauguration, ensuite les 3 groupes de travail, puis la conclusion. Eh ben, si vous avez participé hier, vous avez dû comprendre que le focus dans toutes ces séances de travail et toutes les déclarations faites se sont concentrées sur le développement de services de qualité et sur le développement également d'une compréhension globale, une bonne conceptualisation de ce que c'est que la qualité dans les services offerts. Donc, dans ce groupe de travail, c'est de cela dont nous allons parler. Et nous allons donc nous concentrer sur ces éléments. Ce que je vais faire, c'est clarifier un peu comment nous allons procéder. Je vais parler de l'accessibilité et des détails pratiques pour notre séance de travail. Nos orateurs parleront lentement. S'ils parlent trop rapidement, veuillez nous l'indiquer en envoyant un commentaire dans le Q&A de Zoom. Vous pouvez également saisir vos questions dans le Q&A à tout moment pendant la session. Les questions seront posées à la fin, après les présentations. Il y a donc des interprètes de langue et des sous-titreurs dans toutes les sessions. Pour y avoir accès, vous devez faire clic sur le bouton d'interprétation qui est donc en bas de votre écran ou Closed Caption, sous-titres. Et là, vous pourrez choisir votre langue. Les interprètes de signes seront visibles à côté des orateurs. Nous aurons ce service d'interprétation de langue de signes dans toutes les sessions. Et donc, nous aurons ce service disponible dans certains groupes de travail et donc le langage de signes américain dans certains groupes. Pour ce qui est de la sauvegarde de l'étiquette, on va donc faire une bonne pratique des questions. Veuillez poser les questions en tant que groupe et non pas à une personne spécifique. La séance sera enregistrée. Vous pouvez changer votre nom ou utiliser un pseudonyme. En rappel pour les enfants, veuillez ne pas indiquer votre nom. Veuillez indiquer seulement votre prénom ou un pseudonyme. Veuillez donc être respectueux à tout moment. Toutes les questions abusives ou qui attaquent personnellement un enfant ou des informations personnelles sont éliminées. N'envoyez pas de messages privés aux jeunes ni aux enfants. Si vous souhaitez contacter un jeune ou un enfant de manière professionnelle, veuillez contacter Aisling. Vous avez son email sur l'écran et elle vous mettra en contact avec la personne, la jeune personne, l'enfant ou son organisation. Et nous aurons également un facilitateur graphique avec nous. Les dessins seront partagés avec vous à la fin. Maintenant, nous rentrons donc dans le vif de notre sujet. Mais avant, je souhaite vous présenter Zara du Mali. Elle est membre de l'équipe IAT. Hier, je me suis rendu compte que le modérateur a présenté les orateurs, mais après, les orateurs se sont présentés eux-mêmes. Donc, ce que je vais faire, c'est au lieu de répéter les présentations, je vais demander à Zara, mon co-host, de se présenter en une, deux lignes. Et ensuite, on va tout de suite donc passer à l'ouverture de la session.
Et on va également parler des différentes questions de focus que nous allons couvrir. Donc Zara, vous avez la parole. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Zara Sissé, je viens du Mali. Je suis membre de l'équipe consultative enfants et jeunes personnes pour la GDG depuis mars 2020. Je m'intéresse beaucoup aux droits de l'enfant. J'ai eu à mener plusieurs actions et projets sur les enfants en situation de vulnérabilité, notamment les enfants en situation de rue, les enfants en conflit avec la loi et les enfants dans les centres d'accueil. Je travaille en étroite collaboration avec Amnesty International Mali. Merci. Zara is muted again. Zara a éteint son microphone de nouveau? Yes, you're unmuted now. Oui, Yeah. vous êtes en muet. Oui. Yes, Zara, carry on. Oui, vous pouvez continuer, Zara. Oui, je disais que je travaille en étroite collaboration avec Amnesty International Mali. Brièvement, c'était ma petite présentation. Yes, and would you also like to introduce Est-ce que vous pouvez peut-être également introduire les questions, présenter les questions que nous allons traiter dans cette session technique, donc les questions qui vont nous guider dans notre groupe de travail? Alors, bienvenue à chacun dans notre groupe de travail. Le thème du groupe est fournir des services de protection de remplacement de qualité compétents. Avant d'abord, je vais remercier nos intervenants et débatteurs de s'être rejoints à nous. Certaines des questions que nous aborderons aujourd'hui sont les suivantes. Comment pouvons-nous fournir des services de protection de remplacement de qualité pour les enfants? Qu'est-ce qu'une prise en charge de qualité veut dire pour les enfants et jeunes personnes? Qu'est-ce qu'une prise en charge de qualité veut dire pour les enfants et jeunes personnes? Enseignement tiré du soutien au placement familial et la mise en place du système de placement en famille d'accueil et de soutien à la sortie des prises en charge. Exemple positif d'amélioration de la qualité des services. Qu'est-ce qui nous bloque et comment pouvons-nous relever ces défis? À la fin, que peuvent faire les gouvernements pour y parvenir? Thank you, Zara. Thank you very much. Merci beaucoup, Zara. Merci, j'apprécie votre support pendant notre webinaire. Merci pour votre assistance. Maintenant, nous allons passer à la session principale. Je tiens à rappeler les orateurs que vous disposez de 5 minutes. Vous devez respecter ce temps qui vous est accordé. Et comme cela, les personnes qui parleront après vous auront suffisamment de temps pour faire leur présentation comme il faut. Alors, notre premier orateur de notre liste est Nicoletta, notre collègue de la Moldavie. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, j'aimerais que Nicoletta se présente en une ligne et qu'elle fasse sa présentation. Vous avez 5 minutes et vous avez la parole. Bună ziua! Eu sunt Nicoleta, sunt membru ai Consiliului Consultativ susținută de LUMUS și vin din Republica Moldova. În aceste 2 zile ne-am adunat împreună ca să discutăm nu doar despre tipurile de servicii de îngrijire alternativă, dar și despre calitatea acestora. Fiecare serviciu trebuie să fie creat pentru a schimba pozitiv viața fiecărui copil care se află în situație de risc. Un serviciu adecvat este, în primul rând, un serviciu identificat.
dezvoltat și individualizat fiecărui copil. Poate că ar trebui să începem cu ce înseamnă potrivirea copilului cu serviciul și viceversa. De multe ori, această nepotrivire duce la o multitudine de eșecuri în dezvoltarea copilului. La fel, un serviciu calitativ este unul dezvoltat în comunitate, unde există o conexiune cu alte servicii care sunt accesibile și care colaborează în beneficiul copilului. Colaborarea în acest proces este un element cheie, iar pentru rezultate de durată trebuie să punem accent și pe colaborarea cu familia. Un alt aspect extrem de important este personalul care prestează aceste servicii. De cele mai multe ori copilul petrece 24 în 24 cu un tutore, cu un părinte educator. Acesta trebuie să fie suficient de pregătit pentru ca să poată să acorde ori de câte ori este nevoie de ajutor, indiferent de circumstanțe și obstacole. Serviciul trebuie să identifice oportunități de dezvoltare a copilului, să-l sprijine, să devină independent, să poată să-și Et ainsi, les enfants pourront être indépendants. C'est vraiment notre objectif ici, qu'ils soient indépendants. Et ainsi, les enfants pourront avoir une vie plus agréable et au niveau personnel, mais également au niveau professionnel. Nous allons donc devoir de la patience, de l'amour, de l'adaptation également. Les enfants doivent se trouver dans un environnement dans lequel ils se sentent aimés, appréciés, dans lequel ils se sentent écoutés. Et très souvent, les services doivent être prestés par les autorités. Les enfants, les jeunes, les garçons et les filles qui reçoivent ces services doivent être écoutés. Et il faut essayer de stimuler les processus de participation et de suivi. Nous devons nous assurer qu'ils participent à ces différents processus. Jusqu'à présent, je ne comprenais pas très bien de quoi il s'agissait lorsque nous l'on parlait d'un service de qualité. Moi, j'ai été placé dans la communauté, dans un internat et en relation avec ma famille biologique. Mais cela fait partie de ma vie. Je ne peux pas le changer, mais la vie d'autres filles et d'autres garçons peut changer s'ils reçoivent des services de qualité. Il faut donc éviter qu'ils se trouvent dans des internats, dans des institutions, parce que les personnes sont des ressources très valides. Merci, Nicoletta. Merci de la description que tu viens de nous donner et merci de nous avoir expliqué comment doivent exister les services de qualité et quelles doivent être leurs caractéristiques. And also bringing your perspective with your lived experience. I'd like to invite Rados Karavi. J'invite maintenant Monsieur Rados Karavica, membre du conseil d'administration de l'ENIL, pour votre présentation de 5 minutes, avec votre propre présentation, bien sûr. Merci, bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à partager mes réflexions sur les soins de qualité. Nous savons que les enfants handicapés sont ceux qui doivent faire face d'une manière disproportionnelle à la séparation de leurs parents et donc ils sont en plus grand risque d'être placés en institution. Souvent, nous entendons l'excuse des gouvernements, des fournisseurs de services, mais ils
ils disent que le droit de grandir dans une famille ne peut pas être garanti pour tous les enfants. Donc, ils disent que ces institutions sont une mesure nécessaire. Cependant, je ne peux pas insister suffisamment sur le fait que les enfants handicapés ont besoin également de grandir dans une famille. Et nous avons des recherches probantes qui prouvent ce fait. Cette séparation a des effets négatifs sur les enfants, indépendamment de leur âge ou de leur handicap. Beaucoup de gouvernements et de bailleurs de fonds continuent à utiliser les fonds pour la ségrégation et pour placer ces enfants dans des institutions plus grandes ou plus petites. Et souvent, ils sont placés dans des institutions grandes et non pas dans des familles. C'est pour cela que nous avons besoin de l'approche des droits humains. Hier, des orateurs ont parlé de l'importance de garder les enfants dans les familles pour qu'ils puissent établir des relations de proximité. Et comme cela, quand ils grandissent, ils peuvent mieux négocier les limites dans leur vie, et peuvent devenir de plus en plus autonomes. Cependant, ceci n'est pas possible dans des institutions parce que la vie familiale ne peut pas être remplacée par ce type d'installation. En tant que personne handicapée, j'aimerais partager mon histoire avec vous et dire que l'une des raisons pour lesquelles je peux être aujourd'hui ici avec vous, c'est parce que j'ai reçu une bonne éducation qui m'a permis de développer ma carrière. Mais c'est surtout grâce aussi parce que j'ai eu le support de ma famille. Mais mes parents n'ont reçu aucun support de la part des autorités. Ils ont dû quitter leur travail, leur emploi, souvent pour m'accompagner pour mes traitements médicaux difficiles. Et ils devaient être avec moi pour m'aider à naviguer l'environnement difficile pour moi à l'école, dans le transport ou ailleurs. Au lieu de recevoir du support, ils ont été un peu, non pas, ils ont été invités par l'État à me placer en institution. Lorsque on détecte un handicap chez un enfant, eh bien, on conseille aux parents de placer l'enfant en institution, apparemment parce que l'enfant se portera mieux dans une institution. Et bien sûr, il y a un manque de services, des services par exemple d'assistance personnelle ou de support psychologique. Les familles restent toutes seules, elles sont poussées dans la pauvreté si elles persévèrent dans leur tentative de garder l'enfant dans la famille. C'est ce que veulent la plupart des familles en fait. Et puis, on dit souvent que ces enfants bénéficient de la vie en commun dans des maisons avec d'autres. Mais nous savons que dans certaines de ces institutions, les conditions sont bien pires. Mais voilà, nous ne devons pas permettre aux enfants de prendre des décisions qui sont négatives pour eux. Nous savons que le placement à l'institution est une forme de dommage, disons. Les enfants ont le droit à ce que leur voix soit écoutée, mais voilà, ils doivent être protégés également de mauvaises décisions. Et le choix de vivre en institution ne devrait jamais être donné à un enfant, parce que nous savons qu'essentiellement, il s'agit d'un faux choix. Et c'est un faux choix parce que ce n'est pas un bon choix, en fait. Ce n'est pas une bonne alternative à offrir à un enfant. Nous devons donc protéger les enfants et leur droit à grandir dans une famille qui les protège. Les différentes parties prenantes, les acteurs doivent prendre toutes les actions pour garantir ceci. Assurons-nous que tous les enfants ont le droit de grandir dans une famille, que la désagrégation reste une chose du passé. Merci beaucoup. Merci, monsieur le modérateur. Merci, Rados, pour partager votre perspective avec nous et pour avoir expliqué l'importance du fait de fournir le support nécessaire aux familles pour qu'elles puissent prendre soin de leurs enfants.
Et nous devons nous assurer que nous fournissons aux enfants les possibilités de prendre les bonnes décisions, l'importance de l'orientation et du support. Et puis aussi, vous avez souligné l'importance du fait que les gouvernements garantissent le bien-être des enfants. Nous devons garantir que les enfants grandissent dans des familles enrichissantes et qui les protègent. Merci beaucoup pour ces contributions. Maintenant, j'ai le privilège d'envoyer notre troisième orateur, Mario, un jeune enfant de Bolivie. Vous avez la parole pendant 5 minutes. Bonjour. Je m'appelle Mario-Luis Bustos. Je représente le réseau latino-américain de personnes qui ont quitté, qui sont sorties de la prise en charge. J'ai 23 ans et j'ai vécu 19 ans de ma vie dans un centre, dans une institution. Je suis à ma dernière année de mes études de droit et ce n'est que le début de mes rêves. Lorsque nous parlons de services de qualité dans les services de protection de remplacement, la plupart des jeunes souhaiteraient revenir dans leur famille et d'autres auraient souhaité arriver dans de meilleurs endroits. Je partage cette pensée avec vous parce qu'il est important de briser cette institutionnalisation, ce placement à l'institution des enfants, des jeunes et des adolescents. Depuis mon expérience en tant que personne qui est sortie du système de prise en charge, je pourrais dire qu'un modèle familial est l'idéal dans toutes les alternatives dans les systèmes de protection de remplacement. Mais c'est la minorité des enfants, de la modalité des enfants. La plupart d'enfants ou d'adolescents manquent d'informations. Ils sont tout simplement séparés de leur famille. Bien sûr, ceci a un impact sur certaines conduites et certains comportements et ceci génère des vulnérabilités. Qu'est-ce que cela veut dire lorsque nous parlons de services de qualité pour les enfants et les adolescents? Eh bien, beaucoup penseront que les jeunes demandent des choses matérielles, mais ce n'est pas comme cela. La réalité est bien différente. Lorsque nous parlons de qualité, nous ne voulons pas seulement arriver dans un centre où nous disposons de toutes les choses matérielles, de tous les bénéfices que nous souhaitons, mais nous parlons également de la qualité humaine. Nous voulons pouvoir nous exprimer en nous sentant en sécurité, un endroit où la maman ou la tante ou la personne de référence soit un pilier dans notre processus de formation. Dans certains centres de prise en charge, les effectifs changent en permanence et ceci n'est pas du tout favorable pour les enfants. On doit savoir clairement qu'on travaille avec des vies humaines, avec des personnes, des enfants qui ont des sentiments. Et encore plus lorsque nous devons faire face à tout le processus de placement en institution et dans certains cas, la séparation entre frères et sœurs. C'est pour cela que nous suggérons que le personnel qui travaille directement avec chacun d'entre nous reste en temps stable avec nous. Et si jamais il y a un changement, eh bien, nous voulons que la transition soit tranquille. Car beaucoup d'entre nous, nous faisons confiance aux personnes de référence. Et ces personnes deviennent des personnes très importantes dans notre processus de formation. Ceci peut être applicable également au moment de la sortie. D'après l'expérience de certains jeunes, dans beaucoup de leurs systèmes de protection de remplacement, ils n'ont pas été préparés à cette transition. Mais tout simplement, ils sont devenus majeurs et ils sont partis. Nous comprenons qu'il y a des limites d'âge pour certains services, mais vous devez comprendre également que nous changer d'endroit ou nous faire quitter un endroit, le seul endroit où nous nous sentons en sécurité, ceci génère des séquelles et des fois, disons, un mal-être vis-à-vis des institutions. Maintenant, j'aimerais vous expliquer de petites expériences, mais qui sont très importantes pour nous. Depuis mon expérience en tant que participant de Aldeas Infantiles SOS, je peux vous dire que j'ai eu la chance d'arriver dans un bon endroit, où non seulement j'ai eu en toit de la nourriture, mais aussi une famille. C'était un endroit où je me suis sentie à l'aise. Je pourrais vous expliquer des choses merveilleuses de ma vie parce que j'ai eu la chance d'arriver dans cet endroit. Et j'insiste,
j'ai eu de la chance. C'est ça le problème des systèmes de protection, de remplacement. Tout dépend de la chance. Et ceci ne devrait pas être comme cela. Au Mexique, un ami à moi a été transféré plusieurs fois dans des institutions différentes. Le retour dans la famille a eu lieu 3 fois et il s'est échappé à l'âge de 6 ans. Ceci parce que on n'a pas bien enquêté la situation de cet enfant et il a dû passer plusieurs fois par ce processus si douloureux de rentrer et de sortir de différents endroits. Donc, certains, nous sommes chanceux, mais d'autres ne le sont pas. Nous parlons de qualité et nous pensons que c'est de l'infrastructure. Mais ce n'est pas comme cela. Merci Mario, votre temps est terminé. Oui, vous avez pratiquement terminé votre temps. Je suis désolée. Pouvez-vous conclure? Tout ce que nous avons dit précédemment peut être peu important. Le temps joue à notre rencontre et souvent le temps est négatif pour nous. Nous espérons que ce ne sera pas la dernière fois où la voix des jeunes sera écoutée. Sachez que tout ce que nous demandons, c'est le respect de nos droits. Et nos rêves dépendent des gouvernements, de la société et des institutions. Nous ne voulons pas être étiquetés, mais nous vous demandons surtout de nous prendre en considération et de croire à nous. Merci. Merci, Mario, pour cette excellente présentation sur votre vécu et sur votre avis sur la qualité des services et sur l'importance de la qualité. On ne doit pas laisser ceci à la chance et ceci doit être garanti partout pour que les enfants puissent bénéficier de tous les services, des meilleurs services. Merci beaucoup. Maintenant, après avoir écouté nos 3 orateurs, nous allons écouter maintenant les personnes qui vont faire partie de ce panel de discussion. Nous allons d'abord recevoir son Excellence, M. Nibin El-Kabak, le ministre de la Solidarité sociale de l'Égypte. Votre Excellence, Madame la ministre, vous avez la parole et vous avez 5 minutes pour la présentation. Merci. Le micro de Madame la ministre est éteint. Merci. Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir et un honneur d'être ici au cours de cette session très importante pour nous. Eh bien, depuis l'Égypte, nous voyons que c'est une réunion qui est effectivement très importante. Nous voyons cette vague de défense des droits de l'homme qui est très importante, surtout pour les groupes les plus vulnérables, les enfants, qu'ils soient en protection de remplacement dans les familles ou dans d'autres institutions. L'Égypte a ratifié la Convention sur les droits de l'enfant en 1989 et nous avons approuvé différentes lois qui garantissent les droits de l'enfant. Droit de l'enfant à obtenir une protection de remplacement ou une protection familiale. En 2014, nous avons également souligné dans la Constitution l'importance de l'adoption. L'Égypte suit le droit islamique et selon le droit islamique, la kafala ou l'adoption sont des pratiques qui sont interdites. Mais c'est vrai qu'on fait tout ce qui est dans notre possible pour protéger les enfants, les mineurs. Et en ce qui concerne leurs droits, de manière très concrète, comme par exemple le droit à l'héritage, il y a des familles qui peuvent, par exemple, accueillir des enfants dans un système que nous appelons TEFELA, mais ce qu'ils ne peuvent pas, ces enfants, c'est hériter de ces familles d'accueil. Ils ne peuvent, pour dire la vérité, qu'hériter qu'un tiers du patrimoine de la famille qui les accueille.
Donc, il est important que cette protection parentale qui est offerte par les familles d'accueil soit exercée comme s'il s'agissait de leur famille biologique, en se basant sur la Sunna. Et dans l'islam, nous trouvons également, dans le droit islamique, nous trouvons également toutes les responsabilités que nous devons contempler dans l'adoption, sauf le changement de filiation. En Égypte, nous avons également adopté toute une série de décrets et d'ordres ministériels qui ont modifié certains des articles de la législation pour pouvoir ainsi donner plus de facilité que dans le passé. Il faut également souligner que la kefela dont je vous parlais est en train de devenir un instrument de plus en plus important. Nous avons une liste de plus ou moins 2600 familles et nous avons 12 000 enfants demandeurs et seulement 1200 ont été institutionnalisés. Donc, nous sommes en train de désinstitutionnaliser ce système en Égypte. Et c'est pourquoi il faut dire que la législation égyptienne est beaucoup plus favorable que dans le passé. Les femmes, célibataires ou non, peuvent également utiliser ce système d'accueil d'enfants qui s'appelle la kafala et elles peuvent également s'inscrire en ligne pour accueillir ces enfants. Nous avons également le comité supérieur de la protection de remplacement qui gouverne l'ensemble du processus en transparence et également en respectant l'égalité des chances pour toutes les familles. Nous avons également des écrits qui permettent aux familles d'être accompagnées de ces enfants en dehors de l'Égypte, si ces familles vivent en dehors de l'Égypte ou s'ils sont dans une résidence, ils ont une résidence dans un autre pays, ces enfants peuvent accompagner ces familles d'accueil. On peut également collaborer avec des ONG qui réalisent de la recherche et des visites sociales pour avoir un système communautaire de choix, un système qui soutient ces différentes mesures. Et nous avons reçu énormément de demandes, il faut le dire. Et c'est pourquoi ce que nous voulons, c'est nous assurer que les enfants vivent dès le départ dans un environnement sûr. Nous avons également développé une banque de données avec les données des jeunes et des enfants et de leurs familles. Cette banque de données est intégrée dans notre système et elle a reçu le soutien du ministère de Solidarité, de la Justice et de la Santé. Il faut également dire que la loi oblige les familles qui suivent la kafala d'avoir un document d'identité en ce qui concerne le père ou la mère de cet enfant qui a été accueilli. Donc, on veut simplement voir le nom le nom de famille du père et de la mère d'accueil ou seulement le prénom des parents pour qu'on ne discrimine pas ces enfants, pour qu'on ne puisse pas les identifier comme un enfant accueilli et comme un enfant du système kafala. La famille peut également changer le nom de l'enfant et ajouter son propre nom de famille à celui de l'enfant. Dans cette stratégie nationale, nous n'avons pas seulement ces différentes lois dont je vous parlais, mais également nous avons essayé de créer une stratégie nationale pour les protections de remplacement. Et en Égypte, à l'heure actuelle, nous avons un système légal qui se base sur une approche systématique. C'est-à-dire que nous n'avons pas seulement la collaboration du ministère de la Solidarité, mais également celui de la Santé, celui de la population, de l'enseignement national et également des travaux publics. De cette manière, on peut améliorer ce système de protection. Nous avons également créé un système de mise en valeur pour soutenir les familles de la kafala et pour réaliser le suivi de ces familles. Avant, ce suivi n'était pas assez solide, mais c'est vrai que les familles ont besoin de ces orientations. Merci beaucoup, Excellence. Malheureusement, nous n'avons plus de temps. Oui, je vais terminer. Je crois que cette approche systématique est très intéressante. Il s'agit d'une combinaison de tous ces différents éléments. Merci beaucoup, Votre Excellence. Il est très important
d'écouter qu'en Égypte, vous avez essayé de consolider ce système de protection au travers de différentes stratégies et collaborations avec la société civile et autres partenaires. Merci, Votre Excellence. Maintenant, nous allons écouter la personne suivante. Il s'agit de Lizzie Thompson, également Madame Saffron Rohan, du Centre d'excellence pour la protection des enfants de l'Université de Strathclyde en Écosse. Et donc, il vous reste également 5 minutes. Essayez de la respecter. Merci. Merci beaucoup. Donc, je suis Lizzie Thompson et je représente Celsius d'Écosse. Et j'aurais bien voulu être accompagnée de Saffron, mais malheureusement, elle est un peu indisposée aujourd'hui, donc elle ne pourra pas nous accompagner. J'aimerais parler de protection de remplacement et également de la qualité de cette protection. Cette qualité est synonyme de la qualité de la vie et du respect des droits de l'enfant dans leur relation avec leurs frères et leurs sœurs également. En Écosse, nous avons justement une nouvelle loi pour essayer de maintenir ces relations. Ce changement de la loi est le résultat d'une longue campagne de la part de personnes qui travaillent dans le secteur de la protection de remplacement, également de nombreuses organisations qui ont travaillé sur l'impact négatif qui se produit lorsque nous avons une séparation sur les frères et les sœurs. Donc, nous essayons vraiment que les différents frères et sœurs puissent partager la même famille d'accueil. S'ils se trouvent dans une situation de protection, ils doivent vivre ensemble, si cela est sûr. Si cela n'est pas sûr, ils peuvent vivre dans des familles séparées, mais proches les unes des autres. Pour lancer ces négociations, nous avons fait partie, ma collègue et moi, de l'équipe pour mieux faire comprendre les choses et pour faire changer les choses, pour mieux essayer de réaliser une tâche de conseil pour les frères et les sœurs, pour les aider à vivre ensemble ou de manière séparée. Nous avons travaillé avec les familles d'accueil, avec les services de protection et d'aide pour essayer de faire vivre ensemble les frères et les sœurs, comme je vous le disais. Saffron a travaillé comme consultante dans ce travail. Elle a partagé son expérience dans le système de protection de remplacement pour améliorer la situation. C'est dommage qu'elle n'est pas avec nous aujourd'hui pour parler de ce travail participatif, mais j'aimerais dire quelques-uns de ces mots pour partager son expérience avec vous. La nouvelle loi nationale pour protection de frères et de sœurs en Écosse a été développée grâce au travail de plusieurs groupes de consultants. Nous avons fait tout ce qui a été possible pour que les droits des enfants soient respectés. Nous voulons nous assurer que travailler avec les jeunes offre la meilleure situation possible pour maintenir ces relations de frères et sœurs. Vous savez que ces relations sont très importantes. L'amour, la joie, le soutien entre frères et sœurs est très important et c'est pourquoi nous aimerions que ce travail aide les filles et les garçons à vivre leurs relations avec beaucoup de qualité. En tant que consultant qui a vécu cette expérience, nous pensons que nous offrons une perspective unique. Nous partageons notre expérience personnelle et nous contribuons de manière significative à ce conseil, à ce soutien dans l'intérêt de l'enfant. Cette perspective est très utile pour garantir que nous représentons la réalité de l'impact que la séparation peut avoir sur les enfants. N'importe quelle politique doit tenir en compte la chose suivante. Il ne faut pas seulement faire les choses tout simplement. Non, il faut faire les choses au mieux possible pour pouvoir avoir un impact positif sur la vie des personnes. Ce processus qui m'a conduite à devenir consultante m'a fait vivre différentes expériences. C'était un travail très dur et parfois j'avais même un peu peur, mais c'est un sentiment qui a vite disparu parce qu'en participant à différents ateliers, eh bien, j'ai appris à comprendre le cadre politique et les changements législatifs nécessaires. C'est pourquoi ce type de travail
m'a vraiment permis de travailler avec le personnel de protection, un personnel que je définirais comme un personnel très engagé. Nous pouvons profiter de cette expérience pour créer le contenu et les structures nécessaires. Nous sommes très fiers d'avoir fait partie de quelque chose qui va améliorer la vie des enfants pour que les enfants aient la possibilité de profiter de ces relations avec leurs frères et avec leurs sœurs comme n'importe quel autre enfant. J'espère que mon expérience et ma connaissance seront au service des droits de l'enfant et que ces relations entre frères et sœurs continuent à s'épanouir. Et j'imagine que vous serez tous d'accord avec moi. Cette approche est très importante. Il faut informer les politiques. Il faut transformer cela en une norme pour avoir une protection de remplacement de qualité. Merci beaucoup, Lizzie, et merci également à Safran, même si elle ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Très intéressante expérience pour nous assurer que les frères et les sœurs puissent grandir ensemble et si ce n'est pas le cas, au moins permettre un temps de qualité pour qu'ils puissent se réunir s'ils vivent de manière séparée et pour ainsi renforcer les liens avec les familles et la possibilité de grandir ensemble. Je crois que c'est un message très puissant et très important. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons écouter notre invité suivant, Jacob, qui vient du Royaume-Uni. Je lui passe la parole. Bonjour. 5 minutes également. Donc, je m'appelle Jacob Braden et j'ai grandi dans le système de protection de remplacement pendant la majorité de ma vie, dans les années 60 et dans les années 70. Oui, je suis âgé. Donc, je vais vous parler de la communauté LGTB, c'est-à-dire la communauté gay, lesbienne, non-binaire, etc., qui se trouve dans ce système de protection, et je parle bien sûr du Royaume-Uni. En général, les jeunes qui font partie de cette communauté ont tendance à s'infliger des punitions physiques ou de commettre un suicide. Et c'est pourquoi la protection de remplacement et les services doit également adresser cette situation. Si nous parlons de la communauté LGBTQ dans le système de protection de remplacement, nous parlons de jeunes qui ont deux problèmes. Le fait déjà qu'ils se trouvent dans ce système de protection, plus le fait qu'ils se trouvent dans la communauté LGBTQ. Donc, il y a beaucoup de thèmes, de difficultés, d'obstacles qu'ils vont rencontrer en ce qui concerne la perception de pouvoir déclarer leur homosexualité à leurs parents d'accueil, par exemple, ou auprès du personnel de ces services de protection ou ces agents sociaux. Et c'est vrai qu'il est très difficile d'avoir des agents sociaux au Royaume-Uni. Il y a des changements nécessaires d'ailleurs. Donc, il est difficile pour eux d'admettre leur identité sexuelle. Et c'est vrai qu'ils souffrent souvent de biphobia, transphobia et d'homophobia de la part de leur famille d'accueil et de certains agents sociaux également. Ils font également face à puisqu'ils appartiennent à la communauté LGBTQ+, eh bien, en plus, ils font également partie du système de protection, donc ils sont catégorisés. Mais les recherches ont démontré que le fait de se trouver dans un système de protection de remplacement, cela n'a aucun impact sur leur orientation sexuelle, ce que certaines personnes pensent. Donc, pour essayer parfois d'attirer l'attention des agents sociaux, ils le font d'une autre manière qu'en changeant leur orientation sexuelle. Donc, voilà. En ce qui concerne la protection de remplacement et son amélioration, nous
avons besoin qu'il s'agisse d'un environnement sûr pour que ces jeunes puissent explorer leur identité sexuelle ou de genre. Donc, d'une certaine manière, il faut une approche spécifique parce que c'est vrai qu'il y a peut-être de bonnes intentions de vous envoyer vers un service ou un groupe de jeunes, mais cette personne n'est peut-être pas prête à le faire. Donc, il faut respecter un petit peu le rythme de ces jeunes en ce qui concerne la reconnaissance et l'acceptation de leur orientation sexuelle et leur identité de genre. Il faut donc s'assurer qu'ils sont sûrs, qu'ils se sentent sûrs avant de devoir passer à l'étape suivante de leur reconnaissance. Et il faut également un système spécifique pour les personnes non binaires. Il faut respecter, les écouter, écouter leur identité de genre, leur identité sexuelle et une fois plus les soutenir sans les brusquer, sans accélérer cette reconnaissance. Donc, il faut respecter l'orientation sexuelle et parfois, on entend dire « vous êtes bisexuel, vous devez choisir entre l'hétérosexualité et l'homosexualité ». Donc, je crois qu'il s'agit là d'un manque de compréhension totale. Et je termine ici. Merci beaucoup d'avoir respecté le temps imparti. Et je crois que vous avez mis l'accent sur cette communauté, sur la protection de ce groupe et les enjeux que nous continuons à rencontrer dans ce domaine et comment nous devons adresser cela. J'espère que nous aurons la possibilité de vous entendre au cours d'une autre réunion. Et maintenant, nous allons passer à Madame Kate Bundle, qui est chef exécutif de Grandparent Raising Grandchildren de la Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire les grands-parents qui éduquent les petits-enfants. Bonjour, konnichiwa, hola, namaste. Donc, bonjour dans toutes les langues depuis la Nouvelle-Zélande. Merci pour cette opportunité de partager notre perspective sur la protection de remplacement. Les grands-parents qui s'occupent de l'éducation de leurs petits-enfants est très important. Il y a déjà une longue histoire en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, nous utilisons un mot maori pour ce système. Pour l'instant, nous représentons des milliers d'enfants qui ont participé à ce système. Et j'aimerais expliquer où sont les obstacles et quelle est l'action qui devrait être faite de la part des gouvernements pour améliorer la protection de remplacement. 3 enfants sur 100 vivent dans le système de protection de remplacement en Nouvelle-Zélande. 80% vivent avec leurs grands-parents. 85% de tous les enfants en système de protection de remplacement ne sont pas dans des institutions nationales à cause d'une séparation familiale. Nous savons que grâce à cela, ils peuvent se récupérer de traumatismes passés et c'est grâce au niveau de soutien et aux ressources que nous pourrons obtenir des résultats positifs dans l'éducation de l'enfant. Le système qui existe pour l'instant en Nouvelle-Zélande est un système qui parfois va à l'encontre des enfants et c'est quelque chose que nous lamentons. Et il est important d'offrir un système de soutien psychologique et éducatif. L'Agence nationale qui décide sur les bénéficiaires des aides économiques dans ce sens n'approuve que 15% des cas. Les agents sociaux facilitent le placement des enfants avec leurs grands-parents ou avec d'autres membres de la famille. Mais l'idée est qu'il s'agisse d'un processus sûr, en respectant et en soignant les relations familiales, mais malheureusement, ce n'est pas
toujours le cas. Nous essayons bien sûr d'améliorer le bien-être des enfants et des familles, mais souvent, je vous le disais, il y a des problèmes. Souvent, les grands-parents ne connaissent pas leurs responsabilités, leurs droits. Ils ne savent pas exactement quels seront les besoins économiques associés à l'éducation, à l'accueil de ces enfants et de ces jeunes. Ils ne reçoivent pas non plus de soutien légal et parfois il est difficile pour eux de participer à la récupération psychologique des enfants après ce traumatisme. C'est pourquoi nous offrons des services spécialisés pour garantir le soutien dont les enfants ont besoin dans cette nouvelle famille, dans ce nouveau noyau familial, en donnant de l'information qui permettra d'améliorer le bien-être de l'enfant et d'obtenir un soutien économique. La majorité des enfants qui vivent avec leurs grands-parents ont un trouble dérivé de l'expérience qu'ils ont passée dans la situation antérieure. Et cela les conduit parfois à avoir des problèmes de conduite. Et la pandémie, le COVID-19, a aggravé cette situation. Nous avons un programme concret pour les grands-parents dans cette situation. En plus, nous travaillons avec le gouvernement pour mettre l'accent, pour faire pression et pour nous assurer que plus de soutien économique est envoyé aux grands-parents. Ils ne sont pas considérés comme famille d'accueil, mais nous aimerions que cela soit le cas. Il y a d'autres ONG qui travaillent avec nous et toutes ces ONG ont également des problèmes financiers et elles ne peuvent pas s'adresser à toutes les familles. Il est donc important de réaliser beaucoup de changements pour donner de meilleurs services, qu'il y ait une réforme qui garantisse l'égalité des enfants avec les enfants d'accueil également. Il est important d'identifier le soutien qui est nécessaire pour les enfants lorsqu'ils sont placés dans ces familles d'accueil avec leurs grands-parents. Et les agents sociaux ont également besoin d'une formation plus spécifique à l'heure de leur donner un soutien accru, à l'heure de maintenir la vie privée de ces enfants. Il est également très important que ces enfants aient accès à des thérapies, des formations, des conseils et du coaching. Merci. Merci beaucoup. Et nous avons la sensation que grâce à cela, les enfants vont pouvoir améliorer leur situation et ils vont pouvoir avoir un soin de qualité. Merci. Merci. Merci, Kate, pour avoir partagé avec nous donc, cette importance pour les enfants de grandir avec leurs parents et grands-parents. Puis aussi, merci pour avoir partagé ces informations sur votre organisation avec les grands-parents. Et je suis sûre que ceci devrait être exploré davantage dans nos discussions autour de la question de la qualité de service. Merci beaucoup, Kate. Maintenant, je vais présenter Monsieur Jorge Ariola et Madame Maria José Meneses, parents d'accueil du Guatemala. Vous aussi, vous avez 5 minutes. Vous pouvez commencer maintenant. Bonsoir. Nous espérons que vous vous portez bien. Je suis Jorge Ariola. Mon épouse est Maria José Meneses. Actuellement, nous sommes une famille alternative d'une adolescente de 17 ans avec ses 2 filles jumelles. Dans notre pays, les enfants qui ont besoin d'une famille alternative ne sont pas toujours des bébés. La plupart des familles pensent que le plus facile, c'est les bébés. Parmi les challenges les plus importants que nous avons dû relever en tant que famille alternative, c'est le concept social. Les gens qui sont autour de nous
ne comprennent pas ce que nous faisons. 80% de notre famille étendue n'est pas d'accord. Ou, enfin, ils ne nous le disent pas visiblement, mais il est facile de comprendre qu'ils ne comprennent pas ce que nous faisons. Ils sont vraiment impactés lorsque nos enfants nous appellent papa ou un grand-parent. Nous avons cependant reçu une formation pour des soignants avec une compétence dans le domaine des traumas. Donc, ceci nous a appris à ne pas avoir des attentes sur l'éducation, sur les attitudes, ou sur la résolution des problèmes, ou les choses que ces enfants ont pu apprendre avant de venir chez nous. Ceci nous a beaucoup aidé. Après, donc, quand l'étape de la tristesse, disons, arrive, parce que même s'il ne veut pas, eh bien, il y a toujours des attentes. Puis, une autre chose dont nous avons pu bénéficier, c'est la communauté. Nous avons rencontré des personnes à travers l'Église. Donc, nous avons pu rencontrer des personnes expertes dans la prise en charge des orphelins. Nous avons une amie qui nous rend visite régulièrement et elle m'aide parce que ce jour-là, enfin, si elle joue avec les filles, eh ben, j'ai du temps pour préparer donc le dîner, etc. Et ceci a été très important pour nous et pour nos filles aussi. Et un autre point important, c'est le support dans notre pays. Il faut que les deux parents travaillent pour couvrir tous les besoins économiques. Et nous avons 6 filles dans la maison et l'un de nous deux ne peut pas travailler. Et donc la communauté nous a aidés pour payer une facture du docteur, pour payer donc un repas, et ceci nous a beaucoup aidé. Donc. Puis une autre situation qui nous a beaucoup bénéficié dans notre processus, c'est aimer sans prendre les choses personnellement. Ces enfants ont souffert des choses avant et souvent on prend les choses personnellement. Et ben nous avons appris à ne pas prendre ce type de choses personnellement, donc à les aimer sans considérer ces comportements, que ces comportements ne nous empêchent pas de les aimer comme il faut. Notre conclusion, c'est qu'il est très important que les familles soient formées avant d'accueillir les enfants chez elles. On doit être formé dans le domaine du trauma. Nous devons pouvoir changer cette perspective sociale également. La communauté doit pouvoir accompagner les familles parce qu'il n'est pas nécessaire que nous soyons tous des familles alternatives, mais par contre, il est nécessaire que nous participions, que nous comprenions au moins cette situation. Et ma dernière recommandation pour les familles alternatives, c'est qu'elles puissent aimer sans attendre rien en échange. Merci. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup. De nouveau, c'était donc une expérience fantastique, une expérience très intéressante en tant que parent d'accueil. Merci pour avoir partagé ces recommandations autour de la prise en charge de qualité. Merci beaucoup pour avoir partagé votre expérience avec nous. Maintenant, j'invite notre dernière discutante, Madame Barbara Harber, du service catholique de l'Afrique orientale et australe. Barbara, vous avez la parole et de nouveau, vous avez 5 minutes. Merci. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous les participants. Je suis Barbara Haber. Je suis conseillère régionale en soins familiaux. J'ai eu l'opportunité pendant des années de rencontrer des agents dans toute la région de l'Afrique occidentale, orientale et australe. Et j'aimerais dire pour commencer que nous identifions le besoin de comprendre la situation de la protection de remplacement dans les différentes régions. Nous devons pouvoir établir des priorités et des actions pour avancer des réformes. Nous devons identifier le niveau de base
pour pouvoir mesurer. Ensuite, l'évaluation des pays comme l'Ouganda et le Kenya ont réalisé des évaluations en 2018 et 2020 respectivement, et ils ont constaté une tendance vers un changement positif. Ces évaluations sont essentielles pour les changements. Nous devons également garantir que nous avons des mécanismes pour garantir le rôle de l'État. Nous devons placer l'enfant au centre. Les programmes doivent être compréhensibles et efficaces pour pouvoir répondre aux besoins du pays. Comme notre Excellence l'a dit, le kafala est donc un concept très important dans le monde musulman. Les pays de la région ont fait des pas en avant pour essayer d'adopter les règles et pour développer également des directives pour standardiser, pour améliorer la pratique. En Ouganda, par exemple, plusieurs organisations ont mis en place des systèmes de protection de remplacement, mais chaque pays fait les choses différemment. Nous devons standardiser. Nous avons identifié le besoin d'avoir une stratégie au niveau national. Nous constatons également le besoin croissant d'avoir une approche holistique pour pouvoir fournir des services de qualité. Cela veut dire que nous devons renforcer les mécanismes, les protocoles pour éviter des séparations innécessaires, tout en appliquant les principes de nécessité pour identifier les meilleures options, le cas échéant, et puis aussi mettre l'accent sur l'importance de la garde en famille. Puis, je pense que Nicoletta a parlé de ce processus de faire correspondre les services de soins et les besoins des différents enfants. En Ouganda, nous créons des panels au niveau national et au niveau de district pour soutenir ce processus. Au Kenya également, ils sont en train de finaliser leur directive pour créer des comités au niveau régional et au niveau des sous-comtés également. Voilà, il est très important de souligner la supervision. Nous devons comprendre que tout n'est pas la désinstitutionnalisation. Nous devons également mettre l'accent sur la prévention. C'est donc un élément clé. Une autre leçon clé, c'est l'importance d'avoir à notre disposition un grand éventail d'options parce qu'il y a différents types de soins, différents types de protection que nous pouvons offrir. Par exemple, les systèmes qui ont des systèmes bien établis de placement résidentiel, eh bien, doivent pouvoir identifier quel type d'enfants en ont besoin. Et nous avons déjà parlé des enfants handicapés et l'orateur a déjà dit que la plupart des habitants doivent avoir recours à cette protection, à ce type de placement en institution pour les enfants handicapés. Nous devons nous assurer que le système a donc les ressources disponibles. Il y a différentes modalités, par exemple la garde par les grands-parents. Nous devons nous assurer que les enfants sont élevés dans le respect de leurs traditions également. Nous devons également pouvoir mettre en place des mesures temporaires pendant que nous trouvons des solutions durables pour les enfants. Tout cela doit être intégré dans un cadre de protection des enfants plus large. Nous devons nous assurer que ceci fait partie des systèmes nationaux de protection, des programmes de protection nationaux. Comme cela, nous aurons des approches durables pour la protection des enfants. En Ouganda, par exemple, ils ont adopté une approche multisectorielle pour coordonner la protection de remplacement qui inclut différents ministères, des partenaires gouvernementaux différents, beaucoup d'experts d'une manière assez semblable à l'Égypte. Donc, en conclusion, toutes les parties prenantes sont responsables de renforcer ces éléments. On doit mettre l'accent sur les options basées sur les familles pour pouvoir offrir des solutions durables et positives à tous les enfants. Merci beaucoup, Barbara, pour cette contribution très précise et d'une certaine manière, vous avez fait référence également à d'autres présentations d'autres orateurs.
Vous avez parlé en dernier, merci beaucoup. Merci pour avoir mis l'accent également sur l'importance des familles. Nous devons garantir que les systèmes disposent de toutes les ressources nécessaires. Donc voilà, merci beaucoup. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin de nos présentations de la part de nos orateurs et de nos discutants. Et maintenant, nous allons prendre certaines des questions de la part des participants. Nous en avons reçu plusieurs. Mes collègues Loba et Rebecca ont reçu ces questions. Je vais lire les questions, bien sûr, mais en même temps, j'aimerais demander à tous nos orateurs et discutants d'allumer vos caméras pour que je puisse vous voir tous ensemble. Merci. Je vais maintenant lire les questions. Probablement, nous ne pourrons pas répondre à toutes les questions, mais définitivement, nous essaierons d'en choisir quelques-unes qui nous aideront à faire en sorte que nous rentrions dans les détails de la qualité des soins. Alors, comment pouvons-nous traiter le besoin de l'État? C'est-à-dire comment nous pouvons nous assurer que l'État est focalisé sur la qualité? Je pense que c'est une question qui peut être posée à tous les participants, n'est-ce pas, à tous les orateurs. Ensuite, nous avons parlé du placement résidentiel et l'importance de la réintégration de l'enfant. Quel est l'avis des orateurs par rapport à la qualité dans ce type de placement? Une autre question. D'après vous, quels sont les principaux éléments pour réformer la protection de remplacement dans les pays où l'on pratique la kafala? Il y a eu également beaucoup de questions sur la qualité des soins dans des familles élargies. Que pouvons-nous faire pour nous assurer que les soins de parenté sont soutenus par le gouvernement? Comment pouvons-nous aborder la question de la qualité des soins au point de vue des droits humains au lieu de nous concentrer seulement sur les besoins essentiels? Voilà donc 5 questions qui ont été choisies. Je pense que toutes ces questions sont liées entre elles d'une manière ou d'une autre. Donc, je vais vous inviter à y répondre. On ne va pas vous demander à vous tous toutes les questions, mais je ne sais pas, quelqu'un pourrait peut-être essayer d'y répondre. Qui aimerait répondre en premier? Rados, par exemple? Puis-je vous demander de partager votre point de vue? Oui, j'aimerais répondre à la question de comment nous pouvons améliorer les soins résidentiels ou les placements résidentiels. Tout d'abord, j'aimerais vous demander pourquoi ce système échoue, si c'est le cas. Dans le cas des enfants handicapés, eh bien, il y a un manque absolu de support. Par exemple, une assistance personnelle, un support financier. Par exemple, le manque d'accessibilité dans l'environnement. Ceci représente une charge énorme sur les épaules des familles. Donc, si nous avions le bon support orienté vers les familles, eh bien, les enfants handicapés pourraient rester dans les familles, et tous les enfants. Lizzie, aimeriez-vous partager votre expérience par rapport au travail que vous avez fait en Écosse? Oui. Par rapport à la question sur la permanence, c'est un objectif. Nous y avons fait attention en Écosse. Nous avons développé un programme ces 4 ou 5 dernières années dans lequel une équipe de consultants travaillait dans les différentes régions en Écosse pour suivre les données, pour suivre les parcours de chaque enfant. Donc, lorsque le système impose des retards ou des transferts qui sont innécessaires,
Lorsque les enfants sont changés de placement à cause du système, eh bien, nous travaillons intensément avec les autorités locales pour leur aider à comprendre pourquoi ceci est le cas. Nous essayons de trouver des solutions locales pour éviter ce type de situation, pour que les enfants restent dans le bon endroit. Et si jamais ils doivent quitter leur famille, eh ben, nous espérons que ce soit le seul déplacement qu'ils aient à subir. Oui, Jorge et Anna Meneses, vous pourriez peut-être aussi parler sur les soins de parenté? Tout d'abord, Kate, peut-être? Oui, merci. Notre expérience avec les soins de parenté en Nouvelle-Zélande, vous m'entendez? Oui, allez-y. Alors, notre expérience avec le placement familial en Nouvelle-Zélande, et je pense que c'est peut-être quelque chose qui pourrait être adopté par d'autres parties aussi. Le focus de la législation de protection des enfants est placé sur le fait de garantir que les enfants restent connectés à leur famille, principalement avec les parents, et cela avec le bon support. Mais s'ils ne peuvent pas être avec leurs parents en sécurité, eh ben, on essaie de faire en sorte qu'ils soient avec d'autres membres de leur famille. Il est crucial, ceci est crucial pour les enfants, le fait de garder les liens avec la famille, avec les frères et sœurs. Mais pour soutenir cela, il est important que l'État reconnaisse la valeur des soins de parenté ou du placement en famille. C'est parce que dans le cas où l'État en décide ou parce que la famille est désintégrée. Donc, dans tous les cas, ceci doit être considéré ainsi. Maintenant, Jorge et Maria, est-ce que vous souhaitez partager votre avis? Oui, vous devez allumer votre microphone. C'est tant mieux encore. Mario. Oui, je pense qu'il faut souligner qu'en tant que jeune, il vaut mieux mettre fin au placement à l'institution. Il vaut mieux de rester dans des espaces avec nos familles, car notre noyau en tant que tel, c'est notre famille. Et il vaudrait mieux de travailler avec les familles depuis l'expérience des institutions et pouvoir faire cette réintégration familiale pour briser ces schémas de placement à l'institution en tant que tel, parce que souvent, ils créent cette dépendance institutionnelle. Et, ceci peut être bénéfique pour certains, mais pour d'autres, ceci est très négatif pendant leur processus de formation. Merci. Merci. Maria José, souhaitez-vous partager votre avis? Oui, effectivement, nous avons constaté que notre fille nous est arrivée avec un manque total de scolarité. Cependant, en 2 ans, il y a à peine 2 semaines, elle a commencé à rendre visite à leur visite biologique parce que nous l'aimons, elle nous appelle papa et maman, elle s'est beaucoup identifiée à nous, mais vous savez, elle a cette idée d'appartenance. Elle a donc commencé à rendre visite à sa famille biologique et nous pouvons également donner du support à leur famille. Nous avons aidé également sa famille biologique. 3 de ses frères ont pu commencer à aller à l'école cette année et ce n'était pas le cas avant. Donc nous pouvons également contribuer et faire en sorte que leur famille biologique devienne un espace de sécurité. Merci. J'aimerais demander à Barbara parce que Madame la ministre apparemment n'est pas connectée. J'aimerais vous demander, pouvez-vous expliquer un petit peu plus cette question de la kafala? Bien sûr.
Bien sûr, lorsque nous parlons de la protection de remplacement, il faut nous assurer que cela est acceptable et que cela a été identifié dans les différents contextes. Et nous avons vu un très bon exemple de cela. Je crois que la question en ce qui concerne les réformes qui ont été faites dans la kafala, eh bien, je crois que ce que l'on a essayé de faire est d'adapter le système de la kafala au contexte socio-économique et socio-culturel à la fois. Le gouvernement doit reconnaître qu'il a la capacité de soutenir et également de réglementer. Et cela est fondamental. Il faut également prendre en compte les besoins des enfants et je crois qu'il faut avoir une série de lignes directrices très claires en ce qui concerne qu'est-ce qui est nécessaire au sein des CAFALA. Lorsque cela est établi, les personnes le comprennent mieux et ont plus souvent recours à ces services. C'est pourquoi je crois qu'il faut que cela se base sur la législation. Il faut retrouver cela dans la législation, il faut l'intégrer et il faut également savoir comment le communiquer à la société. Oui, c'est également intéressant. Maintenant, nous allons passer la parole à Jacob. Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que tu pourrais également, Jacob, d'Arnance, une idée du système de soutien qui existe et de la qualité de ce système? Comment est-ce qu'on peut le mettre l'accent sur le besoin des enfants, surtout en tenant compte l'intervention que tu as faite et la spécificité de ton intervention? Oui, je crois qu'il faut que ce soutien, cette reconnaissance, cette identification soit plus fréquente. Et c'est vrai qu'en général, les enfants dans la protection de remplacement ont souffert un impact en général, un traumatisme. Et il faut souligner cela parce que cela a un impact sur leur permanence, sur leur capacité. Et nous voyons également comment parfois ces enfants eh bien, sont aidés par trois acteurs, trois agents sociaux en un an. Donc, il y a un changement constant d'agents sociaux. Donc, il est très important de mettre l'accent là-dessus également pour avoir une stabilité en ce qui concerne la protection de remplacement. Il faut également avoir plus d'informations sur les traumatismes qu'ils ont souffert pour ainsi pouvoir aider ces enfants dans le système de protection pour connaître leurs besoins spécifiques, comme par exemple ceux de la communauté dont j'ai parlé. Et il faut pouvoir les aider à explorer leur identité de manière sûre et également en reconnaissant l'existence de cette identification, nous pourrons également identifier l'homophobie dont ils peuvent être victimes dans leur famille. Je crois qu'il est important d'observer, de traiter, de réexaminer le système de protection au Royaume-Uni. Et je crois que nous ne devons pas avoir peur d'utiliser le mot amour. Il faut aimer ces enfants, ces personnes. Elles ont besoin d'amour. Et il ne faut pas avoir peur de mettre cela en pratique, de l'intégrer dans les politiques, de l'intégrer dans les procédures et dans tout le système. Merci, Jacob. Bon, puisque nous n'avons plus beaucoup de temps, je crois qu'il y a une chose que j'aimerais vous demander pour terminer. Nicoletta, vous avez parlé de contrôle et du besoin d'harmonisation des services. Et il y a quelqu'un qui a vécu cette expérience, est-ce que vous pourriez nous dire exactement ce qui doit être fait pour garantir que nous savons exactement de quoi nous parlons lorsque nous parlons de cette qualité de protection qui doit être harmonisée?
Oui, en ce qui concerne ce thème, j'aimerais dire que ce qui a déjà été dit, simplement, j'aimerais simplement le remarquer. Comment est-ce que je pourrais vous expliquer en quelques mots? Anyway, that's okay. Thank you. But Je suis en train de réfléchir, je suis en train d'y réfléchir, mais comme tu as insisté beaucoup sur ce thème, comme tu as souligné ce point, je voulais simplement insister également, mais merci de toute façon, Nicoletta, ta présentation a déjà été très claire. Et puisque nous n'avons plus beaucoup de temps, j'aimerais remercier tous les orateurs et également les membres du panel pour leur participation et pour leurs interventions qui ont été très intéressantes, parfois même provocatrices et positives. Je crois qu'il s'agit là de l'expression très claire de comment et de ce que nous pouvons faire pour que ces services soient de plus grande qualité. Nous avons également vu sur quel point nous devons mettre l'accent et ainsi nous nous assurons que nous devons faire de notre mieux pour que les enfants soient au centre de nos préoccupations. Donc, merci beaucoup de votre attention. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est revenir sur deux questions en utilisant Métrimètre. Avec le soutien de mon équipe, nous allons suivre le lien qui a été placé dans le chat et répondre à ce questionnaire. Quelle est la chose que vous avez appris ou qui vous a fait penser différemment pendant cette session? Donc, nous allons utiliser le Menti, le Mentimètre. Donc, qu'est-ce que vous avez appris? Je vous répète la question. Qu'est-ce qui vous a fait penser, réfléchir d'une manière différente grâce à cette session? Nous voyons déjà des réponses qui sont en train d'apparaître. Donc, il faut laisser parler les personnes. Effectivement, c'est la première chose que nous devons faire. Nous devons également reconnaître et soutenir les agents familiaux, le besoin de financement pour le soutien de base, par exemple en Nouvelle-Zélande ou au Guatemala, l'importance de l'amour, l'importance que les frères et sœurs restent ensemble. Et nous parlons également des stigmates en ce qui concerne les lieux d'accueil pour les enfants plus âgés, un plus grand soutien pour les enfants handicapés, comprendre les expériences vécues de tout un chacun. Il est nécessaire que le soutien à la famille d'accueil soit également plus grand. Il est également crucial d'avoir une plus grande perspective de la discrimination et de l'inclusion. La capacitation également en incluant l'amour. Et puis, également faire tout ce que nous pouvons pour ces enfants. Il n'y a pas une seule manière de faire les choses. Donc, je crois que nous sommes conscients également que pour beaucoup d'enfants, le succès de ce système se base trop souvent sur la chance et cela ne devrait pas être le cas. Bien, alors, nous devons également créer plus d'options de protection de remplacement. Nous parlons également de l'importance de l'amour, de la chaleur humaine, qui est beaucoup plus important que l'aspect matériel. Nous passons maintenant à la question suivante. Il faut mettre l'accent sur les enfants, donc, et il faut également construire toutes ces histoires depuis l'amour. Nous avons une deuxième question, comme je vous le disais. Donc, quelles sont les considérations supplémentaires devrions-nous prendre en compte au sein du comité? Donc, au sein du comité, selon votre opinion, quelles sont les considérations que devrait prendre en compte le comité? Le besoin d'un meilleur conseil pour que les centres d'accueil soient des centres de qualité. Très bien. Voir comment la pression des Nations Unies peut soutenir la réforme et des protections de remplacement dans les différents pays. Les relations de fraternité entre frères et sœurs, c'est quelque chose de très important.
surtout pour l'unité de la famille. Nous voyons également le fait que dans les soins institutionnels, la protection institutionnelle fonctionne pour certains enfants. Il faut nous assurer que les enfants puissent vivre dans leur communauté et profiter de leur culture, de leur tradition. Si nous pensons à la protection de remplacement en situation d'urgence, les enfants handicapés ne doivent pas être séparés des autres enfants. Et il y a également d'autres considérations sur la protection de remplacement en créant des indicateurs quant à la bonne qualité de ces services de soins. Nous voyons également une grande participation et intégration des autorités locales pour soutenir cette protection dans les familles de plus grande taille au travers d'organisations, la promotion de l'éducation comme partie intégrante de la protection de remplacement. Je crois que les deux questions sont imbriquées l'une dans l'autre. Donc, et il est important de voir comment nous pouvons soutenir ces différentes approches pour l'amélioration de la protection de remplacement. Bon, je crois que nous avons vu de très bonnes idées de la part des orateurs et des membres du panel. Donc, merci beaucoup de votre participation à toutes et à tous. Maintenant, ce que nous allons faire est la chose suivante. Nous allons terminer ce groupe de travail et je vais voir si ma co-hôte est là, si Zara est là. Je ne sais pas si elle est toujours là. Oui, Zara, vous êtes là. C'est un plaisir de vous retrouver. Donc, Zara, avant de terminer le webinaire, est-ce que vous aimeriez partager avec nous votre impression quant aux résultats de ce webinaire sur la qualité des services de protection de remplacement? Quelles sont vos impressions, votre opinion avant de continuer avec cette journée de débat général? Merci. Et n'oubliez pas d'ouvrir votre micro, Sarah. Merci. Tout d'abord, j'aimerais remercier tout un chacun pour cette discussion si intéressante. J'ai vraiment apprécié de vous écouter et je pense que c'est le cas pour tout le monde. Merci également à toutes ces personnes qui ont travaillé pour la bonne réussite de cet événement. Merci beaucoup. Moi, en tout cas, je pense que tout enfant a droit à une vie de famille. L'affection parentale, la famille est mieux indiquée pour cela que le centre d'accueil qui n'offre que des services temporaires à l'enfant. Et dans un centre, il y a toutes sortes de comportements influençables sur l'enfant. Je souhaite voir un enfant évoluer dans une famille que dans un centre. Pour cela, j'aimerais qu'on encourage et appuie le système de famille d'accueil. Merci beaucoup. OK, Zara, thank you very much. Merci, Zara, merci beaucoup. Et maintenant, pour terminer cet événement, j'aimerais étendre mes remerciements et ma gratitude à tous les orateurs, à tous les membres du panel. Vous avez partagé des perspectives très intéressantes quant à savoir comment nous devons continuer à nous améliorer grâce à l'expérience de toutes et de tous. Et j'aimerais également remercier le travail qui est fait à l'heure de protéger les enfants dans différentes parties du monde. Et j'aimerais également, en tant que communauté, nous devons continuer à servir les enfants pour améliorer leur vie, une vie pleine d'amour et de chaleur, qu'ils se sentent désirés et qu'ils deviennent des membres merveilleux de notre communauté. J'aimerais également saisir cette opportunité pour remercier mon équipe de soutien. Depuis le groupe de soutien CESO, Rebecca et Nopa. J'aimerais également remercier ma co-hôte, Zara. Merci de
nous avoir accompagnés et de m'avoir aidé tout au long de cette session. Et j'aimerais également remercier mes collègues pour leur soutien. Et j'aimerais également remercier ma présidente et les membres du comité, ainsi que les membres du JDG pour la possibilité d'avoir organisé un événement important sur la qualité des services de protection de remplacement et la dimension de l'amélioration de ces services pour nos enfants à l'avenir. Donc, je vous souhaite, où que vous soyez et à l'heure que vous soyez, une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne matinée. Donc, je viens de Bhoutan et au Bhoutan, nous vous souhaitons toujours beaucoup de bonheur pour l'avenir. Donc, merci beaucoup.